Salut, alors avant toute chose, je voulais vous remercier. On est plus de 26 000 maintenant. Et c'est grâce à vous tout ça. Donc je tenais déjà à vous dire un grand merci. Merci pour me faire confiance. Merci pour me suivre depuis que ce soit une semaine, un mois, un an ou plus. Ça me fait vraiment très plaisir. Dans la vidéo qui va suivre, qui est beaucoup plus longue que d'habitude, vous allez avoir des questions, des réponses à des questions. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un like et voilà. Donc si vous voulez que je fasse plus de ce type de contenu également, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, maintenant je vous laisse découvrir les questions les plus fréquentes et les questions que vous me posez depuis une semaine maintenant. Bonne vidéo. Alors je suis posé, j'ai mon ordi, j'ai ma petite tasse de café, sauf que c'est de l'eau qu'il y a dedans. On va pouvoir commencer et la première question que j'ai sélectionnée est celle de Jean Facebook 178 sur Instagram qui me dit « En quoi les techniques de mémorisation ont changé ta vie ?» C'est une excellente question. Enfin, elle arrive assez fréquemment en fait. C'est là, souvent on me rend compte, on me dit « Mais pourquoi les techniques de mémorisation en fait hein Parce que pourquoi ? Pourquoi pas le jardinage ou autre chose ?» En fait, les techniques de mémorisation, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Hein. Même si quand j'étais gamin, j'avais plutôt une bonne mémoire. Il me suffisait de bien écouter en classe et puis c'était bon, je pouvais recracher le cours comme ça, sur mesure. Ça s'est gâté quand il a fallu que je fasse plus que recracher le cours, quand il a fallu que j'explique, quand il a fallu que je réfléchisse, quand il a fallu que je ne fasse pas que mémoriser. Là, ça s'est un petit peu gâté pour le reste des études, vu que j'ai jamais vraiment appris à travailler. Alors pourquoi les techniques de mémorisation ont changé ma vie? Comment? Déjà, je suis tombé dessus totalement par hasard. C'était en 2009. Où là, j'étais déjà dans la vie active, hein. J'avais déjà un boulot et puis bah voilà, j'avais mon petit rythme quotidien, j'allais au boulot, je rentrais, je matais des vidéos YouTube et puis voilà, quoi, comme, comme beaucoup de gens. Et ce jour-là, en fait, eh ben, je suis tombé sur la vidéo d'un champion anglais qui mémorisait des jeux de cartes. Donc ça, c'était pas mal, hein. Je trouvais ça marrant parce qu'il expliquait en fait sa technique, et sa technique c'était basé grâce à des histoires un peu absurdes. Il arrivait à mémoriser des centaines de jeux de cartes, et il pouvait vous remettre absolument n'importe quelle carte dans n'importe quel paquet. Donc j'avais trouvé ça génial à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt surprenant, surtout qu'à la fin du reportage, c'était un truc de la BBC, il disait bah voilà, n'importe qui peut le faire. Waouh, n'importe qui. Donc c'était un jour où je me suis senti un petit peu joueur, j'avais rien d'autre à faire. Donc je me suis dit, bah, je vais tester, j'ai rien à perdre, je suis un petit peu curieux, et bah voilà, je vais regarder quoi. Et bah voilà, j'ai commencé à pratiquer un petit peu sa technique, et je me suis rendu compte que, bah en fait, c'était tout simple, et que je suis pas arrivé du premier coup, mais à force de pratiquer, ben j'y suis arrivé. Alors en des temps minables, ok, on est d'accord, un seul jeu de cartes, mais quand même, là ça m'a quand même fait réfléchir. Ça a été vraiment un gros séisme dans ma tête, parce que je me suis dit, putain, si tu peux faire ça pour des cartes, ça veut dire que tu peux faire ça pour des cours, ça veut dire que tu peux faire ça pour tout ce qui est difficile. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut que tu partages. C'est quelque chose, tu peux pas le garder pour toi, ce serait trop... déjà parce qu'au bout d'un moment, ça sera plus qu'à toi, et puis parce que j'avais envie de rendre service aux gens. J'ai toujours eu cette envie de rendre service aux gens pour... bah voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai toujours envie de faire ça. Et voilà, j'ai décidé de partager un petit peu ces techniques de mémorisation. Et surtout, les partager, c'est une chose, mais vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que n'importe qui pouvait le faire. Vraiment, c'était pas des blagues. Et je me suis dit, putain, mais il faut absolument que tu convainques les gens d'essayer au moins, quoi, parce que c'est vraiment trop bien, quoi. Donc j'ai commencé à essayer de convaincre les gens, à me lancer des défis. Les premières vidéos de YouTube, en fait, c'était des défis. Et très vite, j'ai voulu créer des techniques pour aider les gens à mémoriser leurs cours. Tout ce que moi, j'avais pas su faire pendant que j'étais à l'école, bah là, j'ai redécouvert les cours, mais sous un autre œil, sous l'œil du défi, en disant, bah ouais, mais avec une technique, tu peux y arriver, clairement, facilement. Donc, en quoi ça a changé ma vie? Bah, c'est à partir de là que ça a vraiment tout commencé. C'est vraiment le point de départ d'une vie qui a été complètement différente de ce que j'aurais imaginé. Au début, moi, j'avais une vie vraiment très routinière et très plan-plan, quoi. Je veux dire, j'avais mon rythme. La vie que possèdent pas mal de gens quand je regarde autour de moi, c'est ça. C'est assez routinier, il n'y a pas de surprise, c'est une zone de confort qui reste. C'est des rêves qui restent à l'état de rêve. Mais là, à partir du moment où je me suis lancé dans le projet Potion de Vie, d'abord le blog, juste le blog avant la chaîne, après le blog et la chaîne, après les conférences, après le livre, enfin
Le livre, ça a été une histoire de dingue quand même, parce que moi, j'avais pas envie d'écrire un livre au début, c'est les lecteurs qui m'ont dit, mais si, il faut que tu l'écrives et tout. Donc ça, c'était vraiment, bah voilà, le point de départ, c'est les techniques de mémorisation. C'est en ça que ça a changé ma vie. Donc, mais ça aurait pu être n'importe quoi, ça, tant que vous y plongez dedans avec les deux pieds, en fait, tant que vous investissez à fond, que vous êtes vraiment intense dans quelque chose, euh, ça va changer votre vie, c'est clair. C'est clair, si vous y mettez de la passion et que vous avez également cette volonté de transmettre, de laisser une trace, de battre des records, de vous mettre au défi, je sais pas, vous prouver des trucs, là vous allez vraiment changer votre vie. Donc pour moi ça a été des techniques de mémorisation, pour d'autres ça aurait été d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, on va prendre une question Instagram, une question de Camille Biena. Quel a été le plus grand défi de ta vie? Un truc super dur à mémoriser, un défi dur à tenir, etc. Alors, il y a deux choses différentes dans ta question. Le truc le plus dur à mémoriser, j'ai fait pas mal de défis, mais il y avait un truc qui était très difficile. C'était tout le plan et toutes les stations du métro de Paris. Ça a l'air de rien. À l'époque, il y avait 301 stations quand je l'ai fait. Là, maintenant, je crois qu'il y en a plus de 320, un truc comme ça. C'était vraiment difficile parce que bah, moi, j'habite pas Paris. Donc, toutes les stations, j'avais aucun point de repère. Pour moi, c'était des noms sur des lignes de couleurs. J'avais comme point de repère, j'avais juste la couleur de la ligne. J'avais en plus mémorisé toutes les correspondances et tout. J'avais tout le plan dans ma tête. Ça m'a pris pas mal de temps. Le défi a été... Il y a que ceux qui sont à fond dans les techniques de mémorisation qui peuvent comprendre la vidéo du défi, en fait. En gros, je suis parti d'un plan vierge et puis j'ai retracé une ligne tirée au pif. Je pouvais pas le faire avec toutes les lignes, mais j'en ai pris une au pif et puis je la remettais. Et bah, c'est pas un défi qui a suscité pas mal de foule, mais pour moi, ça a été le défi mémorisation le plus dur, à titre personnel. Après, il y a vraiment quelque chose qui, humainement, là, pour moi, ça a été vraiment le plus difficile de toute ma vie. Ça a été l'émission TF1. Parce que là, en fait, quand la production m'a contacté pour faire l'émission de TF1, c'était en 2015, fin 2015, je savais pas que c'était pour TF1, je savais pas que c'était pour un gros plateau télé et tout. Je m'attendais à ce que la télé me contacte un jour pour faire un petit tour comme ça, mais un truc comme ça. Tout de suite, ils sont venus en me proposant des vidéos, en fait. Ils m'envoyaient des vidéos en me demandant est-ce que tu es capable de faire ça, est-ce que tu es capable de faire ça. Et je voyais, dans les vidéos qu'ils m'envoyaient, ça avait l'air d'être des grosses émissions, des trucs vraiment avec beaucoup de téléspectateurs, des gros plateaux télé, avec des animateurs qui avaient l'air d'être... C'était des versions étrangères que j'avais eues. Hein. Et on m'avait dit est-ce que tu es capable de faire ça, capable de faire ça. Et puis... il y avait beaucoup de choses, et je disais non, ça c'est... Il semblait pas comprendre que beaucoup de défis que je regardais, les défis mémoire que je regardais, parmi les vidéos qu'ils m'envoyaient, c'était des vidéos de gens qui mémorisaient des trucs, quoi. Beaucoup de choses, c'était impossible à faire parce que c'était le travail d'une vie, ce que j'appelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie, quoi. Moi, j'étais incapable de faire ça. Et par contre, à un moment, ils m'ont fait passer une vidéo avec des dés, où il fallait mémoriser les combinaisons de dés en 1 seconde, et puis après tu le remets sur le gobelet, hop, on mélange 3 dés, hop, il y a une combinaison qui apparaît, puis après on le remet sur le gobelet, tac, on fait ça 1 seconde. Je m'étais bien entraîné pour cette épreuve. J'ai dit je suis capable de le faire, c'est assez facile, parce que quand vous avez les techniques de mon bouquin, finalement un défi comme ça c'est très facile à faire. Mais c'est pas ce qui est arrivé à la fin, c'est-à-dire que je me suis dit ok, t'as choisi ton défi, maintenant, tu te prépares dessus, et jusqu'au jour du casting, où ils te font monter à Paris et tout, tu te prépares pour ça. Mais en fait, ils ont continué à m'envoyer des vidéos, est-ce que tu es capable de faire ça, etc. Et là, il y a une autre épreuve qui est apparue, c'était les empreintes digitales. En fait, l'idée, c'était de mémoriser la tête des gens, avec leur empreinte digitale, leur dessin d'empreinte digitale du pouce, et leur nom, enfin, et quelques infos sur eux, basiques et tout. Ils m'avaient envoyé un fichier test comme ça, je l'ai mémorisé, ils m'ont interrogé dessus par Skype en direct, donc j'ai même pas eu besoin de monter à Paris ce jour-là. J'ai quand même eu besoin de monter par la suite. Ça a été très très difficile. Ça a été vraiment... je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'en avais vraiment le sommeil perturbé. Donc ça peut paraître pas grand-chose, mais il faut quand même savoir que quand j'ai su que c'était TF1, quand ils m'ont dit que ça allait être une émission avec probablement aux alentours de 5 millions et demi de téléspectateurs, je m'étais dit, mais là, t'as pas
planté, quoi. C'est en condition faux direct, c'est-à-dire qu'il y a un décalé de 15 minutes, en gros. Je me suis dit, mais si tu te plantes, c'est horrible, quoi. Moi, je m'attendais pas du tout à une telle exposition d'un coup. Et ça, j'en suis tombé malade, hein. J'en suis tombé malade, c'est vraiment difficile. Je me mettais beaucoup de pression par moi-même, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression, mais là ça dépassait tout ce que j'entendais. Sans compter que la journée du tournage, elle était juste interminable. Je suis arrivé à 9h du mat, je suis reparti, c'était 11h du soir, minuit même, avec Marine L'Orphelin, avec tous les autres candidats, on n'en pouvait plus. Et Marine L'Orphelin, qui était originaire de Bourgogne, l'ancienne Miss France, ses parents étaient montés la chercher à Paris, et à minuit, il fallait qu'elle reprenne la route pour la Bourgogne, c'était n'importe quoi. C'était vraiment très très long, on savait pas que ça allait durer si longtemps, et nerveusement, j'y suis fini, j'ai épuisé. Si vous regardez l'émission, je suis épuisé. Je termine, je suis en train de dormir, limite je suis à côté de Chavannes, et je suis en train de dormir sur scène, quoi, limite. J'ai des yeux vraiment explosés, quoi. Ça, c'était vraiment le plus difficile. Alors, ensuite, une question de Facebook. Sur Facebook, un message privé de Nicolas Munoz. C'est une question qui peut vous intéresser et qui revient également très fréquemment. Bonjour, j'ai découvert votre chaîne YouTube en cherchant comment mémoriser plus facilement des cours pour valider ma 3e année de fac de sport. Après avoir regardé plusieurs vidéos et testé des techniques sur comment mémoriser une définition mot à mot, en écrivant la première lettre de chaque mot, j'aimerais acheter un de vos livres qui me semble intéressant. Cependant, je n'arrive pas à connaître la différence entre booster votre mémoire et le livre Une mémoire extraordinaire. Pouvez-vous me dire quelles sont les différences entre ces deux livres, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est une question qui revient très souvent. Il n'y a pratiquement pas de différence, en fait, parce que j'ai tout d'abord sorti de mon côté, en auto-édition complète, Booster votre mémoire. Donc c'est lui, là. Ce livre, ça a été mon 2e gros livre, vraiment le livre dont je suis le plus fier. Et dans ce livre, en fait, voilà, quoi. Vous voyez, il y a eu un beau graphisme... Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait autour de ce bouquin. Je livrais mes meilleures techniques. Et il a vraiment beaucoup marché. Il a très bien marché, ce bouquin. Et d'ailleurs, quand vous tapez mémoire sur Amazon, il est tout de suite en haut, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai quand même attiré l'attention. Entre l'émission TF1 et ce bouquin, j'ai commencé à attirer l'attention de grosses maisons d'édition. Et Hachette est venu me contacter directement. Ils m'ont tout invité. Ils m'ont invité à venir et tout, discuter avec eux, d'un contrat et tout. Pour ce livre, Une mémoire extraordinaire. Et Une mémoire extraordinaire, comme vous le voyez, il y a exactement la même couleur. Et en fait, il s'agit tout simplement de la version poche de Booster votre mémoire. C'est juste la version poche. C'est-à-dire que c'est le même contenu, mais moi je trouve que, il est donc, du coup il est beaucoup moins cher, mais je trouve qu'il est... il y a un peu moins de travail au niveau graphique, il est un peu moins agréable à lire quand même. Peut-être la version poche qui veut ça. Ils m'ont pas demandé de réécrire des trucs, sauf quelques parties. Il est édité par une maison d'édition, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus trouvable en librairie que Booster votre mémoire, qui est un bouquin d'auto-édition. Ça veut dire que les libraires peuvent pas le commander, quoi. C'est de l'impression à la demande, donc c'est pas du tout la même chose. Mais voilà. Quand je leur ai fait la remarque, mais ça va pas perturber les gens de voir Une mémoire extraordinaire et Booster votre mémoire, alors que c'est le même contenu, plus ou moins. Ils m'ont dit non, mais ça se fait beaucoup, c'est comme ça que ça se fait en fait, la version poche, elle n'a pas forcément le même titre, etc. Bon, je leur ai dit, écoutez, moi je suis ok pour signer le contrat avec vous. J'étais plutôt contre signer les contrats avec les maisons d'édition parce que je trouve qu'en tant qu'auteur, il ne reste pas grand chose en fait. Après, c'est très difficile de vivre d'auteur si vous êtes que en maison d'édition traditionnelle. Et moi j'étais toujours contre, mais finalement j'ai bien fait de dire oui. Parce que ça permet... vous êtes beaucoup plus crédible quand vous êtes dans la plus grosse maison d'édition de France que quand vous êtes dans votre coin édité en auto-édition. Donc voilà, j'ai accepté, et puis voilà. Mais en gros, si pour toi le prix c'est important, prends Une mémoire extraordinaire, parce qu'il est à 6,90 €, c'est vraiment pas cher. Si tu as envie de te faire plaisir, et puis que je te le signe un jour, amène-toi avec Booster votre mémoire, parce que déjà j'aurai la place d'écrire un beau mot dessus, ce que je fais systématiquement. Et en plus, il est beaucoup plus agréable à lire, je trouve. Mais le contenu, c'est le même, mais il est beaucoup plus cher. Voilà. C'est les différences entre ces deux livres. Maintenant, une question de Lucien Roy sur YouTube, sur le petit post que j'avais fait dans l'onglet Communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Lucien Roy, qui est l'auteur de la chaîne Riche de Temps, énorme chaîne, j'aime beaucoup le travail qu'il fait en fait, Lucien Roy. Et Lucien me dit, que feras-tu une fois que ton défi 52 livres sera terminé? C'est une excellente question. En fait, j'ai hésité entre deux choses. J'ai un problème avec le défi livre.
le défi livre, c'est trop bizarre. Parce qu'au début, tout le monde n'en avait rien à taper que je lise un livre par semaine. Il faut dire ce qui est. Les chroniques de livres, elles suscitaient la curiosité, mais j'avais pas beaucoup de réactions dessus. Et puis j'ai persisté, j'ai continué mon truc. De toute façon, c'était un défi pour moi à la base, hein, donc voilà, c'était pas pour convaincre les gens. Moi, ça me faisait plaisir de faire une chronique et de me prouver que j'étais capable de lire un livre par semaine. Franchement, ça fait vraiment du bien, je vous recommande vraiment de le faire. Ce qui se passe, c'est que chaque vidéo du défi livre me fait perdre des abonnés. C'est bon, pas beaucoup, on déconne pas, c'est de 5 ou 6 à chaque fois, mais ça m'en fait pas gagner des abonnés. Hein. Ça veut dire qu'après avoir épluché les analytics dans tous les sens pour essayer de résoudre cette énigme, en fait, je me suis rendu compte que la communauté qui lit, qui suit les défis livres, est différente de la communauté qui suit le reste de mes vidéos. Et c'est hyper intéressant parce que cette communauté est quand même hyper soudée. C'est comme si j'avais une communauté dans la communauté, c'est un truc de fou. Hein. Et cette communauté, cette petite communauté, elles sont moins nombreux, mais ils sont hyper motivés et ils suivent les vidéos de mes chroniques de livres jusqu'au bout, quoi. Et donc là, j'arrive à la 46e défi. Le défi approche vraiment de la fin. Je vais le réussir, c'est clair. Et après, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que du coup, l'idée, c'est est-ce que je continue à publier des vidéos sur cette chaîne ou est-ce que je crée une chaîne à part? Parce que c'est ça l'idée. À partir de janvier, je vais avoir beaucoup plus de temps pour créer des vidéos YouTube. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien de définitif, mais je dirais que je m'oriente vers une chaîne secondaire, qui deviendra peut-être primaire un jour d'ailleurs, parce que j'y mise pas mal je sens qu'il y a pas mal de potentiel derrière ça. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés par mon défi livre. Quand je fais des conférences, il y a pas mal de gens qui me parlent du défi livre. Quand je rencontre les gens pour la première fois qui me connaissent par YouTube, ils me parlent des défis livres. Donc au bout d'un moment, je commence à déceler des trucs. Hein. Et je me dis, je pense que ce serait pas mal que tu fasses une chaîne à part. Alors en plus, j'ai déjà le nom, j'ai déjà le slogan, j'ai déjà le type de vidéo que je vais faire. Ça va me demander effectivement un peu plus de boulot, mais pour ceux qui aiment vraiment les bouquins et pour ceux qui aiment vraiment se dépasser en faisant des défis comme le défi livre, je vous recommanderais vraiment de vous inscrire à ma chaîne secondaire parce que pour l'instant, c'est cette idée qui tient la corde. C'est cette idée que je vais faire, que je vais mettre en pratique. Et cette idée, eh bien, elle devrait voir le jour à la fin du défi livre. Je me laisse une semaine pour préparer la première vidéo. Et après, voilà, si j'ai pas changé d'avis d'ici là, mais je pense pas, je créerai une deuxième chaîne et je continuerai à lire des bouquins, mais je les présenterai de façon un peu différente. Comme d'habitude, j'essaierai des trucs et selon vos réactions, je m'adapterai parce que voilà, mais je continuerai à lire quoi qu'il en soit maintenant. Au bout d'un an, c'est devenu une habitude complètement... Voilà, elle est en moi maintenant, cette habitude. Et pour moi, c'est assez facile de lire un bouquin en une semaine. Hein, voilà, je sais pas... J'espère avoir répondu à ta question, Lucien. Donc, je peux pas... Désolé de ne pas être plus précis. Alors ensuite, j'ai une question par email de Hervé. Salut Jean-Yves Laforme. C'est vraiment cool tous les projets que tu mets en place ces derniers temps. C'est impressionnant. Tu n'es pas en mode burn-out après cette année chargée. Petite question, je cherche à augmenter mon audience qui stagne depuis quelques mois malgré mes efforts. Tu fais comment pour faire connaître ton blog en ce moment? Juste le référencement Google et ta chaîne YouTube où tu fais aussi des pubs Facebook, partenariats ou autres pour augmenter le nombre d'abonnés. Alors une question technique, une question de quelqu'un qui est un créateur, ça peut vous intéresser également si vous créez un projet, que ce soit un blog ou une chaîne YouTube. Pour moi, c'est un petit peu relié en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors par contre, disclaimer, tout de suite, hop. Disclaimer, je ne suis vraiment pas la personne la mieux placée pour parler de comment on crée des abonnés YouTube à l'appel, parce que j'ai une communauté, j'ai mis très longtemps à vous réunir, j'ai mis des années à vous réunir, je cherche encore la formule pour des vidéos qui vous plaisent tout le temps. Je pense que dernièrement, avec les 3-4 dernières, je pense avoir trouvé quelque chose de pas mal. Ça demande beaucoup de boulot, mais je pense que ça en vaut la peine. Donc les vidéos sur les fiches de mémorisation ou sur comment prendre des notes, elles ont très bien marché. Donc voilà, je suis en phase de... Je vais absolument pas me prétendre être quelqu'un qui peut donner des conseils sur YouTube. Malgré tout. Alors déjà, non, j'ai pas de burn-out, parce que à partir du moment où vous faites un truc qui a du sens pour vous, vous vous sentez utile, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse c'est d'être utile et d'aider les gens. À partir du moment où vous sentez accompli quelque chose
en faisant quelque chose qui fait sens pour vous, la notion de burn-out, elle n'existe pas. Donc, si ce que vous faites, ça vous plaît, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, ouais, il y a beaucoup de travail, mais pour moi, c'est pas du travail. C'est exactement la même chose, vous ressentez pas une fatigue qui vous dit bon bah t'arrêtes maintenant. Pas de lassitude non plus, parce que j'ai toujours des défis, j'ai toujours des challenges. À partir du moment où j'aurai plus de communauté, ou à partir du moment où les gens ils en auront marre de me voir, bah je dirais salut quoi. Et puis ça peut être salut du jour au lendemain, je vous préviens. Je suis du style à tout abandonner du jour au lendemain. Mais non, c'est bon, parlons pas de malheur. Maintenant en fait, Potion de vie c'est une tellement grosse partie de moi que j'abandonnerai pas quoi qu'il en soit. Donc je dis n'importe quoi là. Pour moi, le blog et la chaîne YouTube, c'est la même chose. Je veux dire par là que ta chaîne YouTube, c'est comme ton blog. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui ne te connaît pas, qui arrive en te découvrant sans doute par Google, ou par le moteur de recherche YouTube, qui est Google, qui est le moteur de recherche Google, plus ou moins, et il va tomber sur ta chaîne, ou va tomber sur ton blog. Il arrive sur une page d'accueil avec, en l'espace de 3-4 secondes, il doit voir ton visage, enfin pour moi, hein, c'est très important qu'il voit ton visage, ce que tu fais et le type de vidéo que tu proposes ou le type d'article que tu proposes. Si la personne arrive sur ta chaîne ou sur ton blog et ne sait pas qui tu es ni ce que tu fais et qu'il n'y a pas des vidéos avec des titres engageants ou des titres utiles, il va partir. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est de traiter ta chaîne YouTube comme si c'était un blog professionnel. Donc je vous invite à regarder Potion de vie. C'est mon blog et il est quand même plutôt pro, en moins de 4 secondes on sait de quoi je parle quoi. Et ça je pense que c'est important parce que les gens n'ont plus ils ont des milliers d'autres chaînes, des milliers d'autres blogs à regarder, donc c'est très important que qu'ils sachent très vite qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez. Ensuite les vidéos c'est comme vos articles hein, donc ça doit être traité avec autant de respect. Les playlists c'est comme les onglets, donc voilà c'est tout. C'est l'évolution d'Internet. Avant, c'était les blogs. Maintenant, c'est plus YouTube. On regarde beaucoup plus de vidéos. C'est plus vivant. On a l'impression de plus faire partie de la communauté également. C'est plus facile de créer un aspect communautaire avec la chaîne. Alors, comment je fais maintenant pour répondre à ta question sur le référencement Google et ma chaîne YouTube? Alors, moi, je suis pas mal sur le référencement dans le sens où, comme je fais des trucs qui sont utiles, je peux me positionner sur des mots-clés qui sont en rapport avec mes vidéos. Donc comment faire ça, comment faire des fiches de révision par exemple. Je tape comment faire des fiches de révision, ce sont des termes qui sont assez cherchés quand on fait des vidéos YouTube. Donc là-dessus je suis très souvent bien positionné. Si je fais une vidéo sur le sommeil polyphasique, je tape en mot-clé sommeil polyphasique et voilà, j'arrive très vite en haut, enfin pas très loin en tout cas. Et voilà, ça marche, c'est pas mal, ça fait des vidéos qui ont un référencement naturel qui marche bien. Pour augmenter le nombre d'abonnés, j'ai pas trouvé la formule parce que j'ai l'impression de jouer en mode hard en fait, en mode difficile. C'est-à-dire que c'est difficile de générer énormément d'abonnés avec un contenu hyper viral en ayant une chaîne d'information, d'éducation, de pédagogie, de comment devenir plus intelligent. Ça, c'est ce qui m'aide à avoir des bons abonnés, des abonnés qui restent et des abonnés qui viennent quoi. J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que je fais en sorte de produire le meilleur contenu possible, de donner beaucoup. On me le reproche souvent aussi, on me dit tu donnes beaucoup de choses gratos. Ouais mais ok, si les gens veulent aller plus loin, par contre là j'ai des offres payantes et je suis obligé de faire ça, et à partir de janvier je serai encore plus obligé de faire ça, mais ça restera toujours cool. Et voilà, je donne beaucoup de choses gratuites. Quelqu'un qui a jamais envie de me fait pas confiance au point de donner 1 euro, il aura toujours beaucoup de contenu à découvrir chez moi. Donc ça aide à faire le bouche à oreille, ça aide à avoir des vidéos utiles, c'est là-dessus que je mise. Moi je suis pas un entertainer, je suis pas quelqu'un qui va... amuser les gens, la galerie et tout, c'est pas mon truc. Moi je suis le gars qui va donner les bons conseils et puis qui va parfois avoir ce petit grain de folie qui fait les choses que les autres ne feraient pas. Dans le terme des défis, la mémoire et techniques de mémorisation, personne ne l'aurait fait à l'époque. Quand j'ai commencé, j'étais pratiquement le seul. Il y avait Vincent Delormel et puis c'est presque tout. Olivier Lejeune et puis voilà quoi. Et puis il y avait moi avec une approche un peu plus... avec une approche différente quoi, c'est tout. Pas mieux, hein, un peu plus quoi, je dis n'importe quoi, mais avec une approche différente et du coup ça a plu aux gens. Le fait que je me lance des défis sur YouTube, ça a beaucoup plu aux gens, ça a aidé la chaîne. Je pense que te lancer des défis de façon publique, ça aide à te faire connaître un peu plus, quoi. Donc, moi je serais toi, je ferais ça. Je sais pas dans quelle thématique tu es, mais je sais ce que je ferais. Question suivante.
On va boire un petit coup, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, là. Alors, la question suivante. Thomas Meslier me dit « Comment lire un livre par semaine en ayant à côté un travail, des projets perso et des occupations? Je suis nouveau sur la chaîne et peut-être que tu as déjà répondu à cette question, et alors je m'en excuse d'avance. » Alors déjà, Thomas, je te remercie de t'être inscrit à Potion de Vie, de t'être abonné. Ta question n'est absolument pas stupide, et je ne l'ai pas tant que ça, pourtant elle est très intéressante. Comment je lis un livre par semaine en ayant... Ah si, je l'ai beaucoup en conférence, celle-ci. En vrai, en fait. Pas en ligne, mais en vrai, je l'ai beaucoup, cette question. Comment je fais pour lire un livre par semaine? Moi aussi, je lis un livre par semaine, j'ai un travail, j'ai des projets perso qui ne sont pas lire des livres, j'ai des occupations, j'ai une vie de famille, j'ai pas mal de choses également de mon côté. Alors, pour moi, c'est une question exclusivement de motivation et d'organisation. Tout d'abord, si t'es pas motivé pour faire ce projet, si tu sens pas qu'il va t'apporter quelque chose, si t'es pas sûr qu'il t'apporte quelque chose, il y a peu de chances que tu le maintiennes pendant 1 an, ou que tu le maintiennes pendant longtemps en fait. Donc la première chose, la première chose c'est ton moteur, c'est la motivation. Si tu sais que ça va t'apporter quelque chose, si tu es convaincu que ça va t'apporter quelque chose, tu vas faire en sorte de trouver les moyens pour contourner les problèmes de temps. Ça c'est clair et net. Par contre, il faut être super motivé. Une fois que tu es super motivé, tu as effectivement des problèmes de temps, et bien là, le truc, c'est une question d'organisation. Quand je me pose pour lire un bouquin, je me pose jamais longtemps d'affilée. Déjà parce que ça me saoule, et j'ai besoin de faire des pauses pour écrire, pour ruminer un peu ce que je viens de lire, pour essayer de mémoriser un peu certains concepts. Et tout ça, ça prend du temps et je peux pas le faire en une fois. Donc je lis un peu chaque jour. Je pense également que c'est important de lire un peu chaque jour plutôt que de beaucoup en quelques jours. Pourquoi? Parce que ça aide à se discipliner, ça aide à avoir un rythme, à avoir une nouvelle habitude. Alors que si tu attends 2-3 jours pour lire entièrement le livre, au moindre imprévu, ce qui va se passer, c'est que tu vas décrocher, tu vas pas tenir le défi, tu vas pas tenir le rythme. Lire un peu chaque jour, ça sous-entend se connaître. Ça sous-entend également trouver des petits moments dans lesquels tu peux lire. Moi, je lis par exemple le matin, entre 7h40 et 8h10. Du temps de midi, entre 1h10 et 1h50. Et également le soir, alors là, ça dépend. Soit entre 22h et 23h, soit entre 23h45 et minuit 45. Donc ça fait quand même 1 heure là. Mais si tu cumules ça par exemple tous les jours, bah explique-moi quel livre tu peux pas finir quoi. Donc j'ai une bonne vitesse de lecture, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Je ne lis pas en lecture rapide. Pour moi, c'est une question d'organisation et de motivation. Organise-toi, connais-toi, sois honnête avec toi-même. Est-ce que vraiment tu vas pouvoir lire tous les jours juste après le boulot? Est-ce que vraiment tu vas pouvoir te lever plus tôt le matin pour lire? Faut pas se mentir à soi-même, faut mieux essayer de caser ça dans son emploi du temps. Ou si vraiment tu as un emploi du temps trop chargé, eh ben faire en sorte de commencer ton emploi du temps en casant d'abord tes séances de lecture. Ça, c'est très efficace plutôt que de caser tes séances de lecture quand tu as le temps. Parce que si tu fais ça, tu n'auras jamais le temps. Donc traite ce défi avec beaucoup de respect. Respecte-toi au moment de le faire aussi. Et tu verras que tu le feras ce défi. Il n'y a absolument pas... les gens, ils hallucinent quand je leur dis ça, mais il n'y a vraiment pas de secret. C'est vraiment très facile. Hein. Organisation, motivation. Mais d'abord, motivation. Question suivante. Alors, je les prends dans l'ordre maintenant. Question de Nir10710. Ok. Qui me dit « Salut! Dans quel cas penses-tu que c'est une bonne idée d'utiliser un palais de mémoire? Comment se déroule tout ton processus d'apprentissage dans le détail d'un livre, c'est-à-dire de la lecture rapide jusqu'à la mémorisation à long terme ?» Il y a 2 questions. On va commencer par la première. Dans quel cas penses-tu que c'est une bonne idée d'utiliser un palais de mémoire? Tu utilises un palais de mémoire dès que tu as des choses qui sont séquencées ou en liste. Donc, un texte à apprendre, tu peux le mettre dans un palais de mémoire. Là, par exemple, j'accompagne une actrice, Nancy, bah, là, son texte, c'est dans un palais de mémoire gigantesque qu'on met tout son texte, parce que c'est une séquence. Il y a ce paragraphe, après ce paragraphe, après ce paragraphe, et ça fait sur 28 pages, ça, hein, donc il faut que ce soit au mot près, à la virgule près. Hein. Donc ça, c'est palais de mémoire, par exemple. Après, des cours
Les cours, bah, si vous avez une liste, un processus, par exemple le cycle de Krebs, pour ceux qui sont en médecine, vous avez 9 phases qui sont bien distinctes, on peut imaginer mettre chacune de ces 9 phases dans un palais de mémoire, chacune dans une pièce avec des images et tout. En revanche, je n'utiliserai jamais un palais de mémoire pour mémoriser un cours lambda, quoi. Je veux dire, l'idée, c'est pas que mémoriser le cours, l'idée, c'est aussi de le comprendre, de l'expliquer. J'ai fait toute une... Les 2 vidéos que j'ai faites là, sur comment faire des fiches de révision et comment prendre en note, pour moi, c'est plutôt ça que j'utiliserai pour apprendre des cours. Hein. Le palais de mémoire, c'est une bonne idée de l'utiliser quand vous avez des choses que vous devez apprendre dans un certain ordre, dans une certaine séquence, et que c'est vraiment au mot près, quoi. Donc là-dedans, j'utiliserai le palais de mémoire. Ensuite, pour la deuxième partie de ta question, comment se déroule ton processus d'apprentissage dans le détail d'un livre ? Ça a beaucoup changé, ça, depuis le début. Alors, je sais qu'au début, j'annonçais, au tout début du défi, je disais que j'allais lire en lecture rapide, parce que j'avais peur de pas terminer les bouquins, en fait. Et voilà, je vais mémoriser tout le bouquin et tout. Le truc, c'est que si je fais une mémorisation poussée de chaque livre, c'est pas possible de lire un bouquin en une semaine, de prendre des notes, de mémoriser ces notes dans le détail. Donc, en plus, il y a certains livres, ça sert absolument à rien de le faire. Par exemple, bah là, on parlait de palais de mémoire. Bonne idée d'utiliser un palais de mémoire pour ce type de bouquin. Ne coupez jamais la poire en deux, que j'ai chroniqué récemment. Ça, c'est une bonne idée. Parce que les concepts s'enchaînent dans un certain ordre, et c'est important, il y a tout un ordre. En revanche, là, bah tiens, le livre juste à côté, Poussière d'étoiles, où on vous parle des étoiles, il n'y a aucun intérêt à l'utiliser un palais de mémoire. Donc là, il vaut mieux utiliser une carte mentale. Pour les biographies, il n'y a aucun intérêt à utiliser un palais de mémoire. Il vaut mieux utiliser une carte mentale. Parfois, c'est juste des notes sur un tiret avec un système de flashcard. Parfois, enfin, ça change en fait de chaque livre. Il n'y a pas de recette. Il faut le faire au feeling, il faut le faire avec le temps que vous avez disponible, et il faut le faire avec votre envie aussi. Il y a des livres, il y a un livre que... Ouais, je ne vais pas en parler, mais il y a un livre que j'ai pas du tout aimé. Et bah voilà, c'est très difficile d'avoir des... Moi, ce que je retiens, c'est le dernier chapitre, juste le dernier chapitre. Alors, pourtant, ça c'est fort, parce que je ne l'ai pas aimé, le bouquin, mais je retiens quand même quelque chose du dernier chapitre. Donc, voilà. Et ça, c'était juste quelques répétitions, c'est tout, quoi. Le reste, j'avais pas envie de le mémoriser. Quand vous n'avez pas envie de mémoriser, vous tenez pas. Voilà. La mémorisation à long terme, après, c'est les répétitions espacées, c'est-à-dire que tes informations, que ce soit sous carte mentale, fiche de rappel ou juste répétition, tes notes que tu relis, il faut faire un rappel 0, rappel 1, rappel 2. C'est pour ça que c'est très intéressant de commencer à faire des notes dès le premier jour, en fait. Parce que ça te fait déjà un rappel. Le lendemain, tu vois ce que tu as rappelé la veille, et le surlendemain, tu vois ce que tu as rappelé l'avant-veille. Donc voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Alors, ensuite, question de Bouchra Biba. J'apprécie vraiment votre énergie et votre travail continu. Merci. Je veux être vraiment plus productive, mais je suis encore attaché à de mauvaises habitudes. Se réveiller tôt difficilement, perte de temps sur n'importe quoi, stress et panique pendant la période de révision, et comme résultat, production nulle. Je deviens déçu et l'envie pour continuer disparaît. Je veux des conseils ou une méthode pour se motiver malgré des conditions défavorables. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est difficile de donner une réponse toute faite, mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que se réveiller tôt, puisque tu commences par là, il n'y a pas tout le monde qui peut se réveiller super tôt. Il y a une histoire dans ce livre, là, Quand, Dr. Michael Boyce, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que tu peux pas dire aux gens réveille-toi tôt et fais tout ce que tu as à faire tôt le matin. Parce qu'il y a des gens, ils sont incapables de se lever tôt. C'est juste pourquoi ils sont incapables, c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise habitude. Là, la raison, elle est biologique, elle est biochimique. C'est-à-dire que votre corps, il sécrète des hormones à certains moments, et les taux de sérotonine, ils diminuent pas au même moment. Donc, il y a des gens qui sont des couches tard et des lèvres tard, il y a des gens qui sont des couches tôt et des lèvres tôt. Et vous pouvez pas donner des conseils à ces types de personnes de la même façon que les autres gens. La plupart des gens, 70% de la population, selon Dr. Michael Boyce, est ours. Ours, c'est un rythme ours, hein, on prend des animaux pour un peu plus mémoriser ces rythmes. En gros, vous couchez vers 11h minuit et vous vous levez vers 8h du matin. Pardon, je dis n'importe quoi, vers 7h du matin. Ok. Et vous êtes vraiment efficace à partir de 9-10h. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, ça forme l'immense majorité de la population, mais ça ne veut pas dire que ça forme toute la population. Donc il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de bien noter tout ce que tu fais dans la journée, et quel moment de la journée tu es vraiment en forme dans la journée, quel moment tu es la plus productive. Et c'est sur ces moments-là
que je ferai les choses les plus difficiles ou les choses qui demandent le plus de concentration. Parce que bah, là, du coup, tu profiteras de tes pics de concentration. Première chose à faire pour moi, c'est ça. Donc, pas essayer de se forcer à faire des trucs parce que on voudrait que tu fasses ça, mais vraiment te connaître quel moment tu es la plus performant dans la journée et caler les choses les plus difficiles sur ces moments-là. Ensuite, ne pas être interrompu. Ça, c'est... quand tu es interrompu, c'est une horreur. En gros, tu es obligé de tout recommencer à chaque fois, tu perds énormément de temps et il te faut 3 heures pour faire un truc qui normalement te prend 10 minutes, 20 minutes. Donc c'est vraiment... sois intense dans ce que tu fais et surtout sans interruption. Déjà, quand tu auras fait ces deux choses, tu te débarrasseras de beaucoup de mauvaises habitudes et tu seras beaucoup plus efficace et tu reprendras confiance en toi. Donc plutôt que de te mener une méthode où là il faudrait carrément qu'on se voit, qu'on se fasse un coaching, une formation, parce que sinon, waouh. Déjà, mets en place ces deux conseils, ça ira beaucoup mieux. Morgan Traduab, une technique pour retenir beaucoup de longues démonstrations en maths? Non. Non, désolé. Je n'ai pas de technique pour retenir les longues démonstrations en maths. On pourrait penser que on a besoin d'un palais de mémoire parce que chaque démonstration passe par des phases, donc ça pourrait être pas mal, mais à mon avis, c'est pas la peine, c'est inutile. Moi, ce qui m'aiderait beaucoup pour les démonstrations en maths, c'est dans le livre Le Grand Roman des Maths, de Michael Launay, on ne le voit pas ici, il est quelque part par là pourtant. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'au moment où il parle des démonstrations, il remet ça dans le contexte, c'est-à-dire il y a un contexte historique. Pourquoi on cherche à démontrer ça? Pourquoi on part de ces postulats, de ces hypothèses, de ces axiomes? Et pourquoi on essaie de faire ça? À partir du moment où tu sais pourquoi tu veux essayer de démontrer quelque chose, ça tout de suite pour ton cerveau c'est beaucoup plus logique que si tu essayais de mémoriser juste des démonstrations de A à Z sans savoir, sans que ça ait beaucoup de liens ou de sens pour toi. Le cerveau, il déteste les informations qu'il ne comprend pas ou les informations qui n'ont pas de sens. Donc, remets-les dans un contexte, essaye de faire des cas pratiques, des choses comme ça. Pour moi, tu progresseras beaucoup plus que si tu essayes une technique pour les mémoriser brutes comme ça. Ensuite, je vais passer à la dernière question. Oui, c'est pas tout à fait la dernière, mais on approche de la fin. Enfin, désolé pour cette longueur de... J'espère que ça vous plaît, hein, le contenu. Une question de... Jordi salut Jordi sur Instagram, qui me dit « Salut Jean-Yves, trop bien, une FAQ, et félicitations pour tout ce que tu as accompli. » Merci, merci. Moi, j'aurais deux questions. À quoi ressemble une journée type pour toi? Je l'ai très souvent, cette question. C'est un truc de fou, oui, ça vous fait rire, ma réponse, mais bon. Utilises-tu toujours la technique du palais pour mémoriser tes lectures? On y revient un petit peu. Alors, la journée type, pour moi, je suis encore salarié. Ça veut dire que ma journée type, c'est je me lève à 6h, 6h15, allez. Il y a un truc très marrant à propos de mon réveil, c'est que il est détraqué. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il est calé sur soi-disant 6h45, mais il avance de plus de 20 minutes. Et j'arrive jamais à le remettre à l'heure d'été et l'heure d'hiver. À chaque fois que je passe à l'heure d'été et l'heure d'hiver, il bouffe quelques minutes. C'est-à-dire qu'à la place, en réalité, mon réveil indique 6h45. Quand j'arrive au salon et que je regarde la pendule, c'est 6h10. Et chaque année, je me réveille de plus en plus tôt. Sauf que je me couche de plus en plus tard. Alors, ce qui fait que des fois, je suis très fatigué. Ça peut se voir dans certaines vidéos d'ailleurs. Ma journée type, je me lève, j'allume l'ordi. C'est direct la première chose que je fais. Ouais, ça peut surprendre. Je passe pas du temps à tout de suite méditer. Je passe pas du temps à... La première chose que je fais en fait, c'est de faire une espèce de bilan et de regarder un petit peu tout ce qui est évolution chiffrée. Toutes mes habitudes en fait, elles font l'objet d'un fichier Excel. Que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit mes défis lecture, que ce soit quand je fais de la méditation justement, quand je me lance un défi de mémorisation, tout est chiffré sur YouTube. Tout est chiffré sur un fichier Excel. Donc je peux ouvrir jusqu'à 10 fichiers Excel chaque jour pour traquer un petit peu, pour répertorier une avancée. Ça m'aide à avoir ce que j'appelle une vision aérienne de tout ce que je fais. Et ça m'aide à maintenir le cap, à maintenir le fil. Et c'est une très bonne façon, pour moi en tout cas, de commencer la journée. Parce que très souvent, à la suite de ça, je détermine le défi du jour, ou la progression que je veux accomplir dans la journée. Ça dès le matin. Ensuite, le matin... parfois ça m'arrive de répondre à des emails. Avant j'utilisais beaucoup le matin pour répondre à des emails, maintenant plus trop le cas. J'ai jamais de routine type. Ça c'est des choses qui reviennent très souvent, mais j'ai jamais de routine type.
parce que je m'ennuie beaucoup dans les routines, mon cerveau devient moins performant, donc je change mes routines assez régulièrement en fait. Je ne suis jamais très très longtemps dans une routine, peut-être 2 mois, 1 mois, 2 mois, puis après je change, et puis je passe à quelque chose, je teste quelque chose de différent. Ça c'est l'histoire des fichiers Excel, ça revient quand même très souvent, parce que pour moi c'est très important de suivre sa propre évolution en fait, de voir où passe son temps, de voir où passe son énergie, de voir où passe tout, quoi, tout son travail. Ça aide un peu à être plus... Ça aide à rendre consciente des choses qui peuvent être inconscientes, quoi. Je veux dire, on ne se rend pas forcément compte du temps qui passe quand on monte une vidéo, quand on passe du temps à chatter, quand on passe du temps à regarder des vidéos YouTube sans contenu, enfin bon, bref, ou juste pour se distraire, le temps qu'on passe à se distraire, à s'informer, à se former, etc. C'est très bien de tenir une évolution de ça, je le fais dès le matin. Le matin, j'ai également beaucoup de recul, donc j'ai plus de recul que la veille. Donc généralement, je vais me servir du matin aux alentours de 7h jusqu'à 7h25. Là, je vais utiliser le recul. C'est-à-dire, par exemple, si j'écris une partie de mon livre, c'est à ce moment-là que je vais le relire. Parce que je vais être levé depuis 1h10, quelque chose comme ça. Donc l'effet brouillard, il sera dissipé, j'aurai plus la tête dans le 1, voilà. Et je suis déjà plus à même d'avoir un jugement critique sur ce que j'ai lu la veille. Il n'est pas teinté d'émotion, et en même temps j'ai du recul par rapport à ce que j'ai écrit la veille, il y a eu toute une nuit dessus. Je suis également pas... comment dire, je suis pas teinté, je suis à plein niveau d'énergie en fait, hein. J'ai pas été sollicité de la journée, donc les tâches qui demandent une grosse concentration, je les fais également le matin avant 8h. Donc généralement à 7h25, je me lève, je prends mon petit déjeuner, et durant ce petit déjeuner, j'aime pas trop manger en silence, alors j'allume la télé. Ça c'est quand je suis tout seul, hein, parce que bon, j'ai une vie où je bouge beaucoup aussi, je rejoins ma compagne, etc. Donc c'est pas toujours comme ça non plus, c'est difficile d'avoir une journée type en fait. Là, j'allume la télé, c'est mon seul lien avec l'actualité, de 7h25 à 7h, ça dépend. Ça dépend si j'ai quelque chose qui m'attend. Par exemple, si j'ai une grosse vidéo à monter, comme ça va être le cas de celle-ci, je pense, en fait, je vais revenir, je vais prendre moins de temps pour déjeuner, et je vais très peu écouter la télé, mais mais c'est vraiment très très peu, hein, ça se joue en minutes en fait, parce que quand je lance le café, des fois je fais mes tartines et tout, je mets la télé, et des fois j'arrive un petit peu en retard, j'arrive pas vraiment à 7h25, mais plutôt à 7h35, un truc comme ça, et il y a des pages pubs, et les pages pubs sont très très longues. Ça m'arrive même fréquemment de pas être... de tomber que sur les pages pubs en fait, de terminer mon petit déj et d'avoir eu que les pages pubs. Donc je les écoute même pas, hein, mais donc du coup de pas savoir ce qui se passe dans le monde. S'il y a quelque chose de grave, c'est mes collègues qui m'en informeront, mais sinon rien quoi. Ensuite donc de 7h, généralement ça termine à 7h45 mon petit déj, ou 7h40, quelque chose comme ça. De 8h45 à 8h10, là je lis. C'est-à-dire que là je vais lire le bouquin du défi, et là généralement je suis très productif à lire le matin. Donc ça c'est quelque chose que je devrais réfléchir, essayer de grappiller un petit peu plus de temps sur le petit-déj, et le petit-déj, essayer de grappiller un petit peu plus de temps sur la première phase du matin, pour lire un peu plus, parce que je suis vraiment très productif à lire le matin. Ensuite, c'est quoi le reste de ma journée type? Bah, je vais au boulot. Ça, je vous avais dit, hein. J'ai pas de journée, j'ai pas de secret miracle, j'ai pas de routine extraordinaire, mais après, je suis au boulot jusqu'à 1h de l'après-midi. Et 1h de l'après-midi, j'ai de la chance d'habiter à 5 minutes de mon boulot à pied, donc j'ai 1 heure pour manger, ça me permet d'être là à 13h05, 13h10, suivant si j'ai eu défini des trucs ou pas. Et là, je mange quelque chose qui est prêt, et que j'ai préparé la veille, hein, et que je mange plutôt rapidement, j'ai fini vers les 13h30 par là, et après je lis de 13h30 à 13h50. Parfois, et là je le sens, c'est naturel, j'ai pas besoin de m'astreindre, mais des fois je sens que j'ai du mal à me concentrer pour lire. Là, je sais que c'est le moment de faire une micro-sieste. Donc là, je règle l'alarme sur 13h50 et je fais une sieste. Et c'est très bénéfique, après ça me redonne un coup de fouet pour le reste de la journée. Ça arrive quand je suis très fatigué, plutôt aux alentours de jeudi, vendredi, où là je commence à... je dors pas assez en fait, je devrais dormir un peu plus. Ensuite, je retourne au boulot, et là, ça dépend. Si c'est une journée longue, ça veut dire que je terminerai à 6h, donc je serai pas à la maison avant 6h15, et à partir de 6h15, je travaille 1 heure,
Sans doute je réponds à des mails, je fais tout un tas de trucs qui demandent pas trop d'énergie parce que j'en ai plus trop à 6h15. Et là, par contre, si là je fais un truc quand même que j'ai lu dans un bouquin de Stephen Covey, mais que je faisais déjà, mais que je trouve que c'est important. Je savais pas que c'était un truc absolument important, mais je trouve qu'en fait c'est très important après le recul. C'est un rituel de fin de travail, c'est-à-dire que à partir de 7h, ouais voilà, à partir de 19h en fait, rituel de fin de travail, tout ce qui est en rapport avec le boulot, ou presque, je n'y touche plus. Je joue beaucoup aux jeux, je m'éclate, je regarde des séries, je vais manger, je prends le temps pour manger, je discute, je chatte, je prévois des rendez-vous, mais pas professionnels, enfin voilà, c'est ma routine. Ça, je fais ça jusqu'à... quand je joue, ça peut durer longtemps. Hein. Si je suis parti dans une partie d'Europa Universalis, putain, j'essaye de m'arrêter vers 23h. À partir de 23h, j'utilise 45 minutes pour regarder une série numéro 1. Je termine à 23h45. Si c'est après 23h45, donc je regarde qu'un seul épisode. Hein. Je fais pas du binge-watching, je déteste ça. Je trouve que ça perd tout son charme et voilà, je me sens comme quelqu'un qui peut pas se contrôler, quoi. Donc je fais pas ça. Je regarde jamais plusieurs épisodes d'affilée, quoi. Sauf quand j'ai déjà vu la série et que je la regarde avec quelqu'un d'autre. Mais sinon, après 23h45 jusqu'à 1h du matin, ou minuit 50 par là, je bouquine, je lis. Et là, je lis vraiment debout. Parce que si je fais le piège de me mettre dans mon lit ou de me mettre affalé sur le canapé, vous pouvez être sûr que je commence à m'endormir. Donc je lis debout, je fais les 100 pas. Et je fais vraiment de la distance comme ça. Ce sera amusant de calculer combien d'ailleurs. Donc voilà quelle est ma journée type. Maintenant, les journées type quand je suis en week-end, je bosse pas grand-chose, quoi. Enfin, pour moi, le week-end, il est consacré à la famille, il est consacré au repos, à prendre des nouvelles idées, à se changer les idées, faire des nouvelles rencontres et parler, échanger, etc. quoi. Donc voilà mes journées type. Et ta deuxième partie de question, c'était utilises-tu toujours la technique du palais pour mémoriser tes lectures? Non, pratiquement. Je fais des fiches, des notes et des rappels, c'est tout, parce que le palais, ça prend du temps, et du coup, pour certains bouquins, j'aurais jamais eu le temps de le filer. J'étais un peu ambitieux sur la mémorisation de livres dans le détail à ce point, quoi. Je mémorise juste les concepts clés, maintenant. Question suivante, et je crois que... Ah, mais c'était pas la dernière, ça? Eh bah si, c'était la dernière. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère que mes réponses vous auront plu, j'ai partagé beaucoup. Maintenant la vidéo, je sais pas combien elle fait, mais elle doit être méga longue. Donc je suis désolé pour ça. Je vais faire en sorte que vous puissiez naviguer facilement, mais ça j'ai déjà dit au début. Vous avez vu qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage extrême, hein, c'est authentique. Moi, j'en ai besoin aussi parce que ça me libère, ça me permet de parler un peu plus comme je parle dans la vraie vie plutôt que d'avoir des choses très clean, quoi. Je suis pas là, je parle de façon très authentique. Ça va plaire ou ça va déplaire, bah, c'est les stats qui me le diront, hein, comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que j'en fasse plus, laissez un like, laissez un commentaire, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!